En quelques mois, les insectes ravageurs ont reculé dans plusieurs villages burkinabés, comme si la savane elle-même changeait de rythme. Mais les autruches lâchées pour protéger les cultures ont commencé à piétiner des champs, briser des clôtures, affoler le bétail et transformer une solution espérée en nouvelle source d'inquiétude. Que révèle vraiment ce pari porté par Ibrahim Traoré sur la capacité du Burkina Faso à se libérer de l'aide extérieure sans fragiliser ses paysans les plus exposés? Derrière ces oiseaux géants se joue un test brutal de souveraineté alimentaire. Dès son lancement, l'initiative des autruches n'a pas été perçue comme une simple curiosité agricole, mais comme un test décisif pour mesurer la capacité du Burkina Faso à bâtir une forme de résilience autonome. Dans un contexte marqué par la sécheresse récurrente, la pression des insectes et une dépendance alimentaire difficile à inverser, le projet a immédiatement porté une promesse précise: offrir, grâce à une ressource locale, une voie de stabilisation durable des récoltes sans recourir à des mécanismes extérieurs souvent lents et coûteux. Cette perspective a donné un nouveau souffle au débat sur la souveraineté alimentaire, en montrant qu'une innovation enracinée dans le territoire pouvait produire des effets concrets. Cependant, cette promesse s'accompagne d'une série d'enjeux étroitement imbriqués. Les autruches, capables de réduire efficacement les nuisibles, modifient aussi l'équilibre des parcelles, créant une dépendance à la régulation que les communautés doivent apprendre à maîtriser. Le défi consiste donc à transformer un risque naturel en levier stratégique sans basculer dans une nouvelle forme de vulnérabilité. Cette tension installe la question centrale. Jusqu'où une solution locale peut-elle aller avant de rencontrer ses propres limites, Sam Lilly? Les premières données consolidées ont révélé une baisse spectaculaire de 40 à 50% des ravages d'insectes dans plusieurs zones pilotes, un niveau rarement observé dans des conditions si instables. En parallèle, les observations de terrain ont enregistré une amélioration notable de la qualité des parcelles, suffisamment régulière pour être considérée comme un signal structurel plutôt que comme une simple fluctuation saisonnière. C'est à partir de ce point que l'initiative a commencé à changer de nature, quittant le registre expérimental pour devenir un enjeu politique à part entière. Les interactions entre les autruches et les cultures n'étaient plus seulement une curiosité biologique. Elles révélaient un système où décisions institutionnelles, pratiques paysannes et risques écologiques se renforçaient ou se neutralisaient selon la précision de la régulation appliquée. Pour Ibrahim Traoré, ce premier palier chiffré constituait la preuve que le pays pouvait utiliser ses propres ressources naturelles avant de solliciter un soutien extérieur, renversant l'ordre habituel des réponses agricoles. L'expérience est pourtant rapidement entrée dans une zone de tension. Dès que la population d'autruches a commencé à croître plus vite que prévu, les premiers signaux d'alerte ont émergé. Incursions trop proches des zones germinatives, piétinements ponctuels, inquiétudes autour des déplacements imprévisibles. Dans certaines localités, les habitants redoutaient déjà que les gains obtenus en début de cycle puissent être annulés en quelques semaines si une régulation plus stricte n'était pas mise en place. En replaçant cette dynamique dans le contexte d'origine, on comprend pourquoi l'initiative avait suscité autant d'attention. Le Burkina Faso sortait de plusieurs saisons fragilisées par la sécheresse, les nuisibles et les importations alimentaires devenues trop coûteuses. L'arrivée des autruches s'inscrivait alors dans une logique précise: tester une solution maîtrisable localement, adaptée aux contraintes du territoire, même si elle comportait des risques évidents. La tension observée aujourd'hui est donc l'héritage direct de ce choix. Lorsque les premiers résultats sont très positifs, mais que les dangers apparaissent tout aussi rapidement, chaque ajustement opérationnel devient décisif pour les villages. Pour saisir la portée réelle du programme,
Il faut revenir aux deux scènes locales qui ont servi de repère dès les premières semaines. À Kaya, les agriculteurs ont observé un phénomène presque immédiat. Les autruches chassaient activement les criquets en bordure de parcelles, créant un espace plus respirable autour des zones cultivées. Les nuisibles diminuaient de manière visible et les champs retrouvaient un niveau de stabilité rarement observé dans un contexte marqué par des années de pression écologique. Ce micro-succès, encore limité mais incontestable, a rapidement été considéré comme un indice majeur pour comprendre les mécanismes à l'œuvre. Il montrait comment une intervention animale correctement encadrée pouvait modifier l'équilibre quotidien des communautés rurales. À l'inverse, un second cas apparu près de Bobo a exposé la fragilité intrinsèque du dispositif. Dans cette petite localité, les autruches se sont parfois approchées trop près des parcelles en germination, provoquant des piétinements imprévus et des soudaines. Les habitants ont immédiatement compris que l'initiative n'était viable que si une surveillance constante accompagnait le mouvement des oiseaux. Sans cadre précis, la frontière entre bénéfices agricoles et dommages brutal pouvait être franchie en quelques jours seulement. En combinant ces deux exemples, une logique simple se dessine. Lorsque les interactions sont guidées, les gains s'accumulent, lorsqu'elles deviennent libres, les risques s'amplifient. Le projet avance ainsi sur un équilibre très fin, dans lequel chaque ajustement opérationnel influence directement le revenu, la sécurité alimentaire et la capacité de projection des villages concernés. Ces scènes locales, opposées mais complémentaires, servent désormais de boussole pour la suite de l'initiative. Le programme commence par un geste simple: relâcher les premières autruches dans la savane burkinabé afin d'observer, sans pression immédiate, si leur comportement naturel pouvait réduire les populations de criquets. Les équipes locales, prévenues de l'objectif expérimental, suivent alors les déplacements des oiseaux avec une vigilance mesurée. Les premiers signaux apparaissent rapidement. Dans plusieurs parcelles surveillées, les nuisibles reculent. Les cultures, moins étouffées par les attaques répétées, montrent une respiration nouvelle. Les agriculteurs notent que certaines zones autrefois vulnérables semblent se stabiliser. Un optimisme discret s'installe, car les effets arrivent plus vite que ce que les habitants avaient imaginé. Mais très tôt, le programme bascule vers une dynamique plus complexe. Les autruches, dont la mobilité dépasse les prévisions initiales, élargissent leur rayon d'exploration. Certaines s'aventurent au-delà des terrains surveillés, poussées par la recherche de nourriture ou par des mouvements instinctifs difficiles à anticiper. Ce glissement commence à créer une tension. Les succès obtenus dans les premiers mois cohabitent désormais avec des signes d'inquiétude dans plusieurs villages. Les agriculteurs comprennent que l'efficacité biologique des autruches n'empêche pas l'apparition de dommages collatéraux si aucun cadre strict n'est appliqué. La situation se durcit lorsque les premiers signes visibles apparaissent. Dans certains villages, des parcelles en germination montrent des traces de piétinement irrégulier. Des rizières sont touchées, révélant que l'initiative peut, sans régulation, se retourner contre ceux qu'elle vise à protéger. Les habitants commencent alors à débattre. Faut-il maintenir l'expérience, l'étendre ou la réduire immédiatement? Cette hésitation reflète l'essence même d'un test grandeur nature mené dans un environnement fragile où chaque erreur coûte directement aux familles. Les médias s'emparent rapidement du sujet. Des images circulent montrant tantôt des champs sauvés par la disparition des insectes, tantôt des surfaces endommagées par le passage inattendu des autruches. Les journaux nationaux et régionaux relaient ces contrastes, amplifiant le débat public. L'initiative, portée dès le départ par Ibrahim Traoré, franchit alors le seuil d'un simple essai agricole pour devenir un enjeu symbolique. La population, partagée entre enthousiasme et méfiance, attend que l'État clarifie ses intentions.
Face à cette pression croissante, Ibrahim Traoré choisit de ne pas reculer. Il refuse l'idée d'abandonner une stratégie qui a produit des résultats tangibles, même si ceux-ci s'accompagnent de risques. Au lieu d'un retrait, il opte pour un renforcement immédiat de la régulation, redéfinir les zones de pâturage, contrôler la reproduction, renforcer les équipes de suivi, limiter les incursions dans les zones sensibles. Ce choix, assumé publiquement, marque un tournant. Il affirme qu'un pays peut transformer une innovation locale en modèle stratégique à condition de maîtriser ses excès. Cette séquence faite d'espoir, de tension et d'ajustements rapides redessine entièrement la perception de l'initiative. Les villages deviennent des laboratoires vivants où chaque décision administrative produit des effets directs sur les récoltes. Les équipes techniques comprennent que le succès dépend d'un équilibre fragile. Laisser les autruches agir contre les insectes, tout en empêchant leur mouvement de nuire aux cultures. Ainsi se construit la crise médiatisée, un mélange de résultats prometteurs, de dégâts inattendus, de réactions locales contrastées et de décisions politiques déterminantes. Ce moment de basculement définit la suite du projet et révèle une vérité centrale. La souveraineté alimentaire ne naît pas d'un geste unique, mais d'une capacité à ajuster constamment une innovation face au terrain. Le débat autour de l'initiative des autruches s'est véritablement structuré lorsque les premières mesures quantitatives ont été mises en commun. Ces données, recueillies méthodiquement par les équipes locales, ont permis d'identifier trois indicateurs majeurs qui, ensemble, donnent une image plus nette des forces et faiblesses du programme. Le premier indicateur porte sur les insectes. Dans plusieurs localités rurales, les infestations ont baissé de 40 à 50% en quelques mois. Cette fourchette constitue un résultat remarquable dans un pays où la pression des nuisibles dépend fortement des cycles climatiques et des variations imprévisibles de population. La diminution observée reflète une interaction suffisamment stable entre les autruches et les insectes pour être considérée comme un impact structurel plutôt que comme un simple effet passager. Elle montre aussi que la dynamique naturelle des oiseaux, correctement orientée, peut devenir un atout réel pour les cultures les plus vulnérables. Le deuxième chiffre provient du village de Kaya, l'une des zones pilotes les plus suivies. Là, la production de mil a augmenté d'environ 30% sur la même période. Pour les agriculteurs, cette progression est directement liée à la réduction de la pression des criquets, qui laissaient autrefois les plants trop fragiles pour résister jusqu'à la récolte. Ce gain local confirme que les effets bénéfiques du programme ne se limitent pas à des observations ponctuelles, mais peuvent, dans certaines conditions, se convertir en amélioration tangible de la productivité. Il constitue aussi un signal pour les autres communautés. Si l'initiative est bien encadrée, des bénéfices agricoles mesurables restent possibles même dans un contexte marqué par la sécheresse et la fragilité des sols. Le troisième indicateur joue un rôle d'alerte essentiel. Dans la région de Bobo, environ 20% des rizières ont été endommagées après que des autruches se sont aventurées hors des zones prévues. Ces déplacements imprévus ont provoqué des piétinements et des pertes significatives, rappelant que les effets positifs obtenus peuvent être annulés rapidement en l'absence de régulation stricte. Pour les habitants, cette valeur n'est pas mais seulement un chiffre. Elle représente un risque direct pour les revenus saisonniers, les réserves alimentaires et la stabilité économique locale. Il devient alors clair que, sans mécanisme précis de contrôle, la dynamique animale échappe aisément à la prévisibilité recherchée. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent un paysage équilibré mais exigeant. Ils montrent que l'initiative fonctionne dans son principe, que ses effets peuvent être reproductibles mais qu'elle repose sur une gestion rigoureuse pour éviter des dommages susceptibles de fragiliser les communautés. La baisse de 40-50% des nuisibles est précieuse, mais elle ne suffit pas à compenser des pertes agricoles si la circulation des autruches
et n'est pas maîtrisée. L'augmentation de 30% du mil acacia a valeur d'exemple, mais elle ne garantit pas le même succès ailleurs sans structure d'encadrement. Et les 20% de rizières touchées dans la région de Bobo rappellent à quel point chaque erreur de régulation peut annuler plusieurs mois d'efforts. Ces trois chiffres deviennent alors les pivots du débat public. Ils nourrissent les discussions, structurent les analyses et éclairent les décisions à venir. Ils montrent surtout que l'avenir du programme dépend moins de l'efficacité biologique des autruches que de la capacité opérationnelle à encadrer leur comportement dans un cadre cohérent, stable et réactif. L'initiative avance ainsi au rythme d'un équilibre fragile, où chaque ajustement technique influence directement la sécurité alimentaire et la confiance des communautés rurales. Le débat public autour de l'initiative des autruches s'organise désormais autour de deux positions solidement établies, chacune fondée sur des observations concrètes. Le premier camp, composé de partisans convaincus, met en avant les résultats positifs enregistrés dès les premiers mois. Pour eux, la baisse de 40 à 50% des insectes nuisibles constitue une preuve difficile à contester. Une ressource locale peut produire un effet mesurable, rapide et reproductible. Ils soulignent également l'augmentation de 30% de la production de mil à Kaya, arguant que cette progression illustre le potentiel transformateur du projet lorsqu'il est correctement encadré. À leurs yeux, l'initiative ouvre même la voie à une filière économique nouvelle fondée sur la viande, les œufs et le cuir d'autruche, capable de diversifier l'activité rurale et de réduire la dépendance extérieure. Face à eux, les critiques défendent une position tout aussi structurée. Leur premier argument porte sur la volatilité écologique du dispositif. La destruction d'environ 20% des rizières dans la région de Bobo montre que les mouvements imprévus des autruches peuvent inverser les gains obtenus, créant une vulnérabilité directe pour les communautés agricoles. Le deuxième point concerne le coût opérationnel. Les équipes de régulation, les infrastructures de contrôle et les procédures de suivi exigent des ressources matérielles et humaines importantes, difficiles à maintenir dans un pays soumis à des contraintes budgétaires. Enfin, les opposants craignent que les dommages collatéraux, s'ils se reproduisent, finissent par dépasser les bénéfices initiaux, transformant une innovation prometteuse en source d'instabilité rurale. Lorsqu'on met ces deux positions en regard, un point d'équilibre apparaît nettement. Les défenseurs ont raison de rappeler les résultats mesurables, tandis que les critiques ont raison de souligner les risques structurels. Les données disponibles convergent vers une même conclusion. Le projet fonctionne lorsqu'il est régulé et dérive lorsqu'il ne l'est pas. Cette symétrie révèle que l'enjeu central ne réside pas dans la pertinence biologique des autruches, mais dans la capacité à maintenir un encadrement constant. C'est cette articulation entre bénéfices potentiels et vulnérabilité opérationnelle qui conditionne réellement la viabilité du programme. Lorsque les premières équipes de régulation sont déployées, la dynamique du programme se transforme plus vite que prévu. Les autruches, jusque-là en semi-liberté, commencent à être redirigées vers des zones délimitées, ce qui réduit immédiatement leurs incursions dans les parcelles sensibles. Les risques de piétinement diminuent et plusieurs villages observent un retour progressif à une forme de stabilité. Ce mouvement marque la fin de la phase brute où l'initiative évoluait au gré des comportements animaux, pour entrer dans une logique plus structurée. Pour Ibrahim Traoré, cette inflexion n'est pas un simple ajustement technique. Elle devient la preuve qu'une idée audacieuse peut être réorientée sans perdre son ambition initiale. Le passage à un modèle hybride, ni totalement naturel, ni totalement contrôlé, montre que l'innovation peut rester flexible tout en visant la souveraineté alimentaire. Cette transition ne résout pas l'ensemble des défis, mais elle transforme profondément la courbe du projet.
Les oscillations extrêmes entre gains spectaculaires et dégâts soudains laissent place à un régime d'ajustement continu. Le programme sort alors du cycle espoir-crise pour rentrer dans une phase où chaque décision devient un levier de stabilisation, ouvrant la voie à une lecture plus mature de l'expérience. L'impact de l'initiative des autruches ne peut être compris qu'en examinant les expériences distinctes vécues par quatre groupes d'acteurs: les agriculteurs, les entrepreneurs ruraux, les populations vivant à proximité des zones d'expansion et les responsables nationaux engagés dans la réflexion stratégique. Chacun a observé une combinaison particulière de bénéfices, de contraintes et d'incertitudes, dessinant une carte complexe des effets réels du projet. Pour les agriculteurs de zones comme Kaya, la réduction de 40 à 50% des insectes nuisibles a représenté un changement immédiat. Les cultures de mil, moins exposées aux ravages des criquets, ont bénéficié d'une rare période de stabilité, illustrée par l'augmentation de 30% observée localement. Ces gains restent toutefois fragiles. Dans l'environnement de Bobo, l'endommagement d'environ 20% des rizières rappelle que, sans régulation précise, les autruches peuvent pas provoquer des pertes directes. Ainsi, les agriculteurs naviguent entre opportunités et risques, dépendant fortement de la qualité du suivi appliqué dans leur région. Du côté des entrepreneurs ruraux, une nouvelle filière commence à émerger autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche. Des initiatives locales se structurent, explorant les débuts d'une chaîne de valeur capable de diversifier les revenus ruraux. Cependant, la mise en place d'infrastructures adaptées, collecte, surveillance, transformation, nécessite des investissements que certaines communautés ne peuvent encore assumer. La progression économique de ce secteur dépend donc de la stabilité globale du programme et de la capacité du pays à maintenir un volume d'autruches compatible avec les besoins agricoles. Pour les populations situées près des zones d'expansion, l'initiative est vécue sous un double angle. D'un côté, la baisse des nuisibles améliore l'accès à des récoltes plus régulières, réduisant l'incertitude alimentaire. De l'autre, la proximité d'autruches au comportement parfois imprévisible crée des inquiétudes, notamment pour les habitats proches des zones cultivées. Ces groupes réclament un encadrement constant afin d'éviter que les déplacements incontrôlés ne perturbent leur quotidien. À l'échelle nationale, le projet prend une dimension symbolique. Il est largement discuté, relayé dans la presse et analysé dans les débats publics. Beaucoup y voient que l'expression d'une volonté de s'appuyer sur des ressources internes plutôt que sur une aide extérieure. Le leadership associé à Ibrahim Traoré renforce cette lecture. L'initiative devient le miroir d'un choix politique assumé, celui de tester une solution enracinée dans le territoire, même si elle implique des ajustements successifs. Ces quatre angles montrent que le projet ne produit pas un impact uniforme, mais une mosaïque d'effets où les gains agricoles, les risques structurels, les tensions sociales et les perspectives économiques s'entrecroisent. La viabilité de l'ensemble dépend alors d'un équilibreur essentiel: la capacité à encadrer la dynamique animale de manière régulière afin de stabiliser les bénéfices sans laisser les dérives se multiplier. Cette logique conditionne la suite du programme et éclaire les décisions à venir. À partir des données disponibles et des dynamiques déjà observées sur le terrain, trois trajectoires plausibles peuvent être dessinées pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais elles éclairent les équilibres que le programme devra maintenir pour rester viable. Elles offrent également un cadre d'analyse permettant aux communautés et aux décideurs d'anticiper les besoins, d'ajuster les moyens et de limiter les risques qui se sont révélés au fil des premiers mois. Dans un scénario de base, les équipes de régulation poursuivent leur travail avec une efficacité modérée mais constante. Les autruches sont contenues dans des zones délimitées, ce qui réduit la probabilité d'incursion majeure dans les champs sensibles.
Les pertes comme celles observées dans la région de Bobo diminuent progressivement, sans disparaître complètement. Les gains enregistrés à Kaya, notamment l'augmentation de la production de mil, se stabilisent mais ne se propagent pas nécessairement à grande échelle. Ce scénario repose sur une coordination régulière, des ajustements prudents et une vigilance constante, sans promesse de transformation spectaculaire. Dans un scénario optimiste, les zones de gestion deviennent pleinement opérationnelles. La densité des autruches se stabilise à un niveau compatible avec les besoins agricoles, ce qui permet de reproduire les bénéfices observés dans plusieurs villages pilotes. La filière économique autour de la viande, des œufs et du cuir gagne en maturité, attirant des investissements locaux et créant des emplois. Les risques liés au déplacement incontrôlé diminuent nettement, tandis que les gains agricoles s'étendent à d'autres localités. Cette dynamique ouvre la voie à une forme de souveraineté alimentaire renforcée basée sur une gestion précise des ressources présentes sur le territoire. Le scénario difficile, quant à lui, repose sur un relâchement de la régulation. Si la reproduction des autruches échappe de nouveau au contrôle, les dégâts agricoles pourraient augmenter rapidement, aggravant la vulnérabilité de communautés déjà fragiles. Les coûts logistiques pour contenir les populations deviendraient excessifs, forçant l'État à réaffecter des fonds essentiels. La filière économique stagnerait, tandis que la promesse initiale d'autonomie alimentaire s'éroderait. Ce scénario engagerait un cycle de tensions sociales et de critiques méthodologiques, remettant en question la viabilité même du projet. Ces trois trajectoires montrent que l'avenir dépend moins des autruches que de la capacité à maintenir un cadre de gestion cohérent, stable et réactif. Pour les communautés directement concernées, le programme des autruches n'a jamais été une simple expérimentation technique. Il a profondément modifié la manière d'appréhender les saisons, la gestion des risques et la relation quotidienne aux territoires cultivés. Dans certains villages, les familles ont observé une amélioration réelle des récoltes permise par la réduction des nuisibles. Dans d'autres, les pertes imprévues causées par des incursions d'autruches ont rappelé que chaque décision de régulation peut se traduire immédiatement en gain ou en contrainte. Cette alternance entre espoir et inquiétude a forgé une conscience collective plus aiguisée des enjeux agricoles. Pour les jeunes entrepreneurs ruraux, l'initiative a ouvert un champ nouveau d'expérimentation. La possibilité de bâtir une chaîne de valeur autour de la viande, des œufs et du cuir d'autruche a éveillé un intérêt croissant pour des approches économiques enracinées dans les ressources locales. Certains y voient même l'émergence d'un modèle alternatif dans lequel l'innovation n'est moins de technologies importées que de la réinterprétation de pratiques déjà présentes sur le territoire. Cette perspective nourrit l'idée qu'une économie rurale plus créative et autonome peut se construire progressivement. Pour les citoyens des grandes villes, l'initiative revêt une dimension plus symbolique. Elle est devenue un miroir dans lequel se projettent débats, attentes et interrogations sur la souveraineté alimentaire. Au-delà des chiffres, ce programme représente la volonté de chercher des réponses internes à un défi global. Les discussions qu'il suscite montrent combien la question agricole dépasse les seuls villages concernés. Elle touche aussi les aspirations nationales en matière d'indépendance et de stabilité. Ainsi, chaque groupe projette dans ce programme des enjeux différents, mais tous convergent vers une même idée. Une innovation locale peut devenir un cadre de réflexion collective. Pour transformer l'initiative en un modèle durable, une feuille de route précise doit être mise en place, articulant surveillance, encadrement, formation et évaluation. L'objectif n'est pas de contraindre excessivement la dynamique animale, mais de garantir un équilibre stable entre présence des autruches et besoins agricoles. Cette approche opérationnelle devient centrale pour Ibrahim Traoré, qui cherche à concilier souveraineté alimentaire, sécurité des cultures et cohérence budgétaire.
Le premier axe consiste à renforcer la surveillance hebdomadaire des déplacements. Des équipes locales doivent donc cartographier les mouvements des autruches et signaler immédiatement toute incursion dans les zones sensibles. L'indicateur clé est simple, rapport entre parcelles protégées et zones menacées. Plus cette proportion est stable, plus la pression écologique reste maîtrisable. Le deuxième axe vise la création de zones de pâturage réservées, pensées comme des espaces tampons. En délimitant ces périmètres avant les prochaines saisons agricoles, il devient possible de réduire les oscillations entre gains spectaculaires et pertes brutales. Le suivi se mesure par la stabilité de la densité animale dans ces zones. Le troisième axe concerne la formation régulière des agriculteurs. Comprendre les comportements des autruches, anticiper les risques et ajuster les pratiques permet de réduire les incidents de piétinement. La réussite s'évalue par le nombre décroissant de casses signalés autour des habitations et des cultures germinatives. Enfin, un quatrième axe repose sur une évaluation écologique continue, intégrant qualité du sol, résilience des cultures et impact sur d'autres espèces. Ces données offrent au gouvernement un outil d'ajustement stratégique capable de prévenir les déséquilibres. En combinant ces quatre dimensions, la feuille de route propose une méthode progressive, adaptable et mesurable, essentielle pour inscrire durablement l'initiative dans la trajectoire du pays. Dans les villages où l'initiative a pris forme, deux images continuent de structurer la mémoire collective. À Kaya, les habitants se rappellent les autruches traversant les parcelles avec une énergie inattendue, réduisant les criquets et laissant les cultures reprendre souffle. À Bobo, c'est l'apparition soudaine de parcelles piétinées qui dominent les souvenirs, rappelant la fragilité des équilibres lorsque les déplacements échappent au contrôle. Ces deux scènes, opposées mais indissociables, sont devenues le fil discret qui relie chaque étape du programme. Pour Ibrahim Traoré, cette dualité n'a jamais représenté un échec, mais la manifestation naturelle d'une innovation confrontée à ses propres contradictions. Le pays a appris que les avancées rapides s'accompagnent souvent de défis imprévus et que les ajustements successifs ne sont pas des corrections tardives, mais des composantes essentielles du processus. Ce rythme irrégulier a façonné une compréhension plus fine des ressources locales et de leur potentiel. Aujourd'hui, ces images fondatrices servent de repères pour mesurer la portée du projet. Elles rappellent que les transformations les plus durables naissent rarement d'un progrès linéaire. Elles montrent surtout que la souveraineté alimentaire s'écrit à travers une série de choix courageux et d'adaptations constantes. L'histoire des autruches au Burkina Faso dépasse les chiffres recueillis, les gains enregistrés ou les inquiétudes exprimées dans les villages. Elle interroge la manière dont une nation choisit de s'appuyer sur ses propres ressources pour affronter des défis agricoles et sociaux complexes. Les résultats observés montrent qu'une innovation locale peut devenir un moteur de transformation, même lorsque son efficacité dépend d'un encadrement minutieux et d'ajustements constants. Cette expérience rappelle que la souveraineté alimentaire ne naît ni d'un geste unique ni d'un modèle parfait, mais d'un processus collectif qui associe observation, dialogue et adaptation. À travers ce programme, chaque acteur, agriculteur, entrepreneur, habitant des villes ou membre des équipes locales, apporte une part de compréhension sur ce que signifie réellement construire une solution enracinée dans le territoire. La réflexion reste ouverte. Quelles autres approches, proches ou lointaines, pourraient elles aussi émerger de ressources rares souvent négligées? Quelles initiatives mériteraient d'être mieux étudiées, adaptées ou partagées? L'espace de discussion appartient désormais à chacun et chaque voix peut contribuer à éclairer le chemin.